Quand j'ai découvert la permaculture, c'était aux alentours de 2012, 2010, je sais plus exactement. C'était il y a une douzaine d'années, quoi. Je me suis dit, en fait, j'ai compris que je n'avais rien compris, en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi dans ce podcast. Et voilà, je me souviens plus, je faisais des recherches sur le jardinage écologique. C'est un peu à cette période où je me suis intéressé au jardinage écologique. J'étais pas du tout dans la culture de potager, fruitier, enfin, je m'y connaissais vraiment pas du tout. Je suis d'origine jardinier paysagiste, et donc je m'intéressais, voilà, au jardinage plus écologique, quoi. Comment changer un petit peu nos manières de jardiner, quoi. C'était vraiment ce qui m'intéressait à l'époque, et j'avais découvert la permaculture. Il y avait vraiment rien sur Internet, quoi, des petits articles à droite à gauche, et Et j'avais découvert donc ce bouquin, un bouquin en fait, j'ai découvert, c'est dans un bouquin vraiment que j'ai compris que je n'avais rien compris. Et c'est le livre de Sepp Holzer, donc c'est son nom et son prénom, c'est un Autrichien, je crois. Ça s'écrit S-E-P, plus loin H-O-L-Z-E-R. Et son livre, c'était La permaculture de Sepp Holzer. Donc en gros, il décrivait un petit peu ses techniques, ses retours d'expérience. Il cultivait dans les montagnes autrichiennes. Et donc c'était un climat très froid, et voilà, et grâce à la permaculture, il est arrivé à, à, à faire, à cultiver des vergers, à cultiver plein de choses comestibles sur son terrain, alors que c'était pas du tout prédestiné pour, et voilà. Il montre toutes ces techniques. Voilà, si tu habites en montagne, ça peut être intéressant de s'intéresser à toutes ces techniques, mais bon, voilà, c'est surtout de l'aménagement dont il parle. Et les deux souvenirs que je retiens de ce bouquin, c'est encore un peu flou, un peu vague, ouais, je suis pas revenu dessus spécialement, mais je me souviens d'un truc, c'était la première révélation, il a commencé à parler de microclimat. Il parlait de microclimat, il disait, bah voilà, il mettait des pierres à certains endroits, parce que la pierre, elle allait accumuler la chaleur et redégager la chaleur. Et moi, dans ma tête, j'ai fait, oh, putain, enfin, c'est un truc que tu sais quand tu travailles comme ça, quand tu apprends le métier de paysagiste, quand tu apprends à jardiner. Tu sais qu'il y a des choses comme ça, comme par exemple mettre des pierres au pied de l'olivier, bah ça va l'aider tu vois, à avoir un peu plus de chaleur la nuit quand la chaleur est redistribuée. C'est des détails en fait. C'est des petits détails. Bon, ça a pas vraiment d'importance, mais tu le sais comme ça. Et en fait, quand j'ai compris qu'il y avait des gars qui s'étaient mis à fond là-dedans, qui avaient écrit des bouquins, créé une méthode tout autour de ça, quoi. Même si c'est beaucoup plus vaste, finalement, on s'en rend compte je me suis rendu compte avec le temps, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, et du coup, en fait, rien que ça, plus une autre chose dont il parlait, je me souviens plus exactement. Et en gros, c'était un petit peu pour moi comme une introduction aux plantes bioindicatrices. Enfin, bref, en fait, il disait qu'il remarquait que certaines plantes poussaient en bas des pentes, je crois. Peut-être parce qu'il y avait le ruissellement, ou peut-être ça créait un microclimat où l'air il venait pas vraiment, quoi. Et il disait que voilà, il y avait des microclimats comme ça qui se créaient, et il y a des plantes qui préféraient pousser à ces endroits que d'autres. Et voilà, et ces deux trucs, je me rappelle, ça m'avait complètement euh, plu, ça m'avait retourné le cerveau, et c'est là où j'ai commencé vraiment à... Après, quand je jardinais, je voyais des microclimats de partout. Euh, je voulais, enfin voilà quoi, ça m'a fait vraiment ça m'a fait une prise de conscience. Et après, dans ma manière de jardiner, ben je regardais tout ce que je faisais différemment. Je me rendais compte de l'impact qu'on pouvait avoir sur, bah, qu'on pouvait peut-être comme ça briser les lois, et pourquoi pas essayer des choses que finalement on dit c'est pas possible de le faire ici. Bah ouais, en aménageant intelligemment le, le territoire, le décor en gros, eh ben on peut créer des microclimats, créer les conditions. Du moins on peut un petit peu avoir de l'influence là-dessus, et ça m'a complètement... je me souviens, ça m'a complètement... ça a révolutionné tout le truc dans ma tête, quoi. J'étais super enthousiaste. Mais après, voilà, je conseille pas vraiment ce bouquin si toi t'es débutant.
Je te conseille pas vraiment de prendre ce bouquin. Il y a d'autres livres super intéressants sur la permaculture. Celui-là, il est vraiment assez technique. Et comme je disais, il parle vraiment surtout de l'aménagement, comment il a aménagé sa ferme pour pouvoir justement... parce qu'en fait, il a fait énormément de terrasses. Il a fait aussi des plans d'eau pour justement vraiment faire un maximum de microclimat, couper le vent, récupérer toute l'eau qui coulait, voilà, et utiliser les masses d'eau pour réhumidifier un petit peu l'environnement, pour refléter la chaleur, refléter la lumière. En fait, c'est tout un aménagement hyper intelligent, hyper spécifique, que je conseille pas vraiment si t'es débutant, parce que moi, ça m'a un peu découragé après, parce que au début, le bouquin est hyper intéressant, il parle de ses principes de permaculture, il parle de plein de choses, et puis après, ça part vraiment sur l'aménagement. Voilà, il montre qu'il a fait venir beaucoup d'engins de chantier, ça a été beaucoup de réflexion. Euh, et je me rappelle, après, ça m'avait un petit peu découragé. Je me suis dit, en fait, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mais voilà, ça m'a quand même quelque chose, ça m'a fait un petit déclic dans ma tête. Et voilà. Et du coup, j'ai continué quand même toutes ces années à m'intéresser à la permaculture, à la nature, à l'écologie en général. Et, euh, et c'est vraiment uniquement quand j'ai commencé à faire mes premiers designs que là, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait la notion de théorie et pratique. Parce que pendant des années, je me disais, ouais, voilà, j'essaie de repérer des microclimats, d'imaginer des choses et tout, de comprendre certaines choses, ça m'a aidé un peu, mais vraiment, quand tu commences à faire ton premier design, là, tu te rends compte que c'est un métier différent, en fait. Il y a la théorie et la pratique et que ça n'a rien à voir. Et c'est un peu, c'est pas parce que on va prendre un exemple, par exemple, c'est pas parce que un bon pilote de voiture que t'es un bon mécanicien, en fait. Et c'est pas parce que tu es un bon mécanicien que tu vas être un bon fabricant de voitures. C'est des métiers différents. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, pour le jardin, c'est pareil. C'est pas parce que tu es un bon jardinier que tu vas être un bon concepteur de jardin. Un bon jardinier, lui, va plutôt travailler sur des compétences comme savoir semer les plantes, savoir planter, savoir arroser, tailler, multiplier les végétaux. Alors que le concepteur de jardin, il va plus être dans comment connaître le fonctionnement de la nature, comment connaître les lois de la nature. Il va plutôt s'intéresser à ça et à créer des écosystèmes avec des éléments qui créent des synergies à l'intérieur. Et tout ça au sein d'un projet d'aménagement avec des objectifs, avec des, euh, des fonctions et toutes ces choses-là. Et, un, et l'humain à l'intérieur aussi qui est pris en compte, et même la faune. Donc, bref, tout ça pour dire que voilà, c'est deux métiers différents, et c'est vrai que quand je me suis vraiment mis à faire du design un peu plus sérieusement, bah ouais, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, et puis finalement, ça aussi, ça ouvre un peu la voie à d'autres choses, la voie des possibles un peu. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait des solutions pour plein de choses où dans ma tête, je me disais, en fait, c'est trop compliqué, il y a certaines choses, j'arriverai pas, Et en fait, finalement, quand on commence à s'y intéresser, on se confronte à des problèmes et on trouve des solutions, et du coup, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Bref, pourquoi je parle de permaculture? Pourquoi je dis que ça y est, pour moi, 2024, c'est la fin de la permaculture? C'est ce qu'on verra un petit peu tout au long de cet épisode, hein. Et d'abord, je voudrais déjà un peu, donc là on a un peu parlé de moi, de ma découverte de la permaculture, et je voudrais faire un petit peu un historique de comment la permaculture elle est devenue populaire en France, du moins, c'est d'après mon expérience. Comment est-ce que c'est devenu populaire? Et je voudrais faire un léger historique, et après on parlera un peu plus de ce que c'est la permaculture, ma définition de la permaculture, et on fera aussi un petit peu d'historique sur la permaculture, et voilà. Bref, on se pose, on est là, on est tranquille, et c'est parti pour la suite du podcast. Donc, moi, j'ai découvert, donc comme je te disais, aux alentours de 2010-2012. Après, j'ai passé quelques articles sur Internet. Après, j'ai acheté ce bouquin, et puis voilà, je me suis commencé petit à petit comme ça à m'intéresser un peu à plein de choses, l'écologie, la nature, les animaux, les plantes. Et c'est en 2014, là, j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert la chaîne hyper connue de Damien Descartes, qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc.,
qui parle de permaculture, et la première vidéo qu'il a sortie, j'ai regardé, c'était en 2014. Donc je pense que c'est aux alentours de ces années-là que j'ai découvert vraiment son approche de la permaculture, qui m'a vraiment parlé, qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et beaucoup plus orienté sur le végétal, moins sur l'aménagement, et du coup ça m'a un peu plus parlé, et voilà, du coup moi j'ai vraiment adoré ses vidéos. C'était pas le premier à parler de permaculture, Damien Descartes, mais c'était vraiment l'un des premiers, et c'est surtout le premier qui a réussi à en parler d'une façon simple, accessible. Et ensuite, je pense qu'il a eu énormément d'influence sur la popularisation de la permaculture, surtout en France, du moins il était là. Il y avait aussi à côté, on parlait beaucoup à cette époque de la ferme du Bec et Loin. Si tu connais pas, je t'invite à faire tes recherches. C'est une ferme en Normandie qui fait de la permaculture, qui a fait des vergers, des potagers, qui a fait des études scientifiques pour prouver que c'est plus rentable de faire de la permaculture sur 1000 mètres carrés que sur... c'est plus rentable de faire, oui, de la permaculture. Euh, la permaculture est plus rentable sur 1000 mètres carrés que sur 1000 mètres carrés de maraîchage classique. Bref, je te laisse aller voir toutes les études, il y a des polémiques et tout, mais du moins, ils étaient là, ils avaient un beau message, ils ont fait avancer les choses aussi, et du coup, voilà, il y avait surtout ces deux gros acteurs, on va dire, de la permaculture dans les années 2014 de 2016. Et ensuite, en 2016, donc jusque-là, voilà, c'était un peu... il n'y avait pas trop de monde qui connaissait tout ça, il n'y avait pas trop de monde qui regardait les vidéos, et il n'y avait personne qui en parlait vraiment, en fait. Et c'est en 2016, là, il y a vraiment eu un truc qui fait que là, ça a vraiment explosé. C'est vraiment devenu hyper populaire, ça a vraiment insufflé quelque chose. Il n'y avait pas que la permaculture dans ce mouvement, mais ça a vraiment euh, mis en avant la permaculture. Et c'était donc en 2016 avec le film Demain de Cyril Dion. Et j'ai oublié la co-réalisatrice, mais ouais, c'est vrai que c'est plus Cyril Dion qui est en avant. En général, quand on parle du film Demain, c'est Cyril Dion, mais il a fait avec une co-réalisatrice, je crois. Et donc, en gros, c'est un documentaire qui présente un peu les problèmes du dérèglement climatique, de la société capitaliste qui exploite les ressources, et qui avait vraiment trop de problèmes. Et c'était un peu la première fois où, dans un documentaire, après, il y avait beaucoup de place pour les solutions. En gros, dans ce documentaire, il y avait vraiment beaucoup de place pour les solutions. Et parmi ces solutions, il y avait justement la permaculture, le jardinage écolo, le jardinage inspiré de la nature. Et c'est là, donc, ça a explosé pour moi. J'ai même assisté un petit peu au niveau local à côté de chez moi. Il y avait des diffusions de films de partout, dans tous les cinémas. Les associations, elles faisaient diffuser le film. Enfin, et puis à chaque fois, j'ai dû aller le voir, je sais pas, je me rappelle plus, 5, 6, 7 fois peut-être, un petit peu partout, juste pour être là et assister un petit peu à l'énergie qui se dégageait déjà de ce film. Et je me souviens, à chaque fois, à la fin, il y avait les gens, ils disaient, maintenant on fait quoi? Venez, on monte une asso, venez, on fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Venez, on fait comme ils ont fait dans le documentaire, on met, je sais pas, un, un placard de livres partagés dans la rue, est-ce qu'on mettrait pas... on ferait pas une petite boutique solidaire, une AMAP, on ferait pas un petit jardin partagé. En fait, il y avait tout le temps une énergie comme ça qui jaillissait. Il y a plein d'associations qui se sont mis en marche en 2016 après le succès, l'énorme succès de ce documentaire qui a fait plus d'un million au cinéma, qui a fait plus d'un million de places, même peut-être même plus encore. Et, euh, euh, et donc, il y a plein de choses qui se sont faites, il y a plein de mouvements qui sont nés, il y en a plein qui ont pas duré, il y en a plein qui sont encore là aujourd'hui. Et, d'ailleurs, il y en a un qui est pas très loin de chez moi. Les incroyables comestibles, surtout. Il y avait beaucoup de personnes après ce film, c'était pas trop les jardins partagés à cette époque, c'était plus, ouais, on va faire un bac incroyable comestible, on va demander à la mairie si on peut mettre des panneaux,
On va télécharger les panneaux incroyables comestibles, on va les coller, on va mettre des plantes, les gens ils pourront se servir. Ça a démarré comme ça un peu aussi pour ceux qui étaient un peu plus nature. Et bref, en gros, c'est là qu'on a un petit peu goûté à la puissance comme ça de la permaculture. Enfin, je parle de puissance parce que bon, finalement, comme je dis, c'est pas vraiment la permaculture qui est sortie de tout ça, mais c'était un ensemble de choses, et dans ces choses, il y avait la permaculture. Bref, on passe à la suite. Euh, la suite, c'est un peu moins bien. Du coup, en fait, ça, pendant des années, donc, c'est devenu de plus en plus populaire. La chaîne de Damien Descartes, justement, est devenue de plus en plus populaire. Il y a eu plein d'autres chaînes qui sont apparues aussi sur YouTube. Plein de gens qui partageaient leur expérience dans leur jardin, la permaculture, tout ça. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont partagées. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, un peu moins, mais il y a eu vraiment une grosse période où on faisait le lien, voilà, la permaculture, c'est on fait une culture en lasagne. C'était vraiment ça. Ouais, tu fais de la permaculture dans ton jardin, ouais, bah ouais, j'ai mis une culture en lasagne au fond là-bas, ça va pousser sans rien faire. Voilà, tu mets un petit œillet d'Inde à côté de la tomate, tout va bien se passer. Enfin, voilà, le problème c'est que c'était devenu trop simpliste. Voilà, permaculture, culture en lasagne, tomate avec les œillets, association de plantes, et c'est bon, ça fonctionne. En fait, le problème c'est que plein de gens se sont rendus compte que ça marchait pas forcément pour leur contexte, parce que voilà, la culture en lasagne, ça va marcher dans certains contextes, dans d'autres, ça va être beaucoup d'énergie investie pour pas grand-chose. Un exemple, pour moi, la culture en lasagne, ça fonctionne bien sur les terrains qui sont un peu argileux, qui sont chargés en eau. Ça permet justement de faire une butte sur le terrain argileux, et du coup, la butte, elle va être moins plein d'eau, et tu vas pouvoir cultiver beaucoup plus de végétaux qui ont besoin d'avoir une terre drainée. Il y a beaucoup de plantes potagères qui ont besoin d'avoir une terre drainée et qui ont du mal à pousser dans une terre argileuse. Et le fait d'avoir une culture en lasagne comme ça, tu vas pouvoir éviter à tes plantes d'avoir les pieds dans l'eau, et ça va permettre aussi à l'air comme ça, à l'eau de circuler, parce que par capillarité, l'eau elle va remonter. Enfin, après ça va pas assécher ton terrain non plus, mais voilà. C'est un contexte qui fait que ça peut être intéressant de faire de la culture en lasagne. Et pour moi aussi, j'ai expérimenté, c'est tout simplement l'agriculture urbaine dans des pots de fleurs, une lasagne dans un pot de fleurs. En fait, c'est un énorme effet de levier en fait pour rapidement bah, être autonome en terreau, pas besoin d'avoir acheté de terreau, pas besoin d'avoir acheté d'engrais. Et en plus, bah, chaque année, tu repars pas à zéro. Chaque année, bah, tu fais ta lasagne dans ton pot de fleurs la première année, elle est encore là la deuxième année, tu continues avec du compostage de surface où tu peux refaire des lasagnes par-dessus, et ça peut durer comme ça 4, 5, 6, 7 ans sans que tu aies à repartir à zéro. Du coup, après, tu mets en place une succession écologique, et là, ça devient vraiment intéressant. Tu as l'impression de. T'as vraiment. Si tu jardines comme ça, c'est vraiment une expérience comme si tu avais ton jardin un peu. Tu le vois évoluer dans le temps, et c'est pas comme la culture en pot classique où tu repars à zéro avec ton nouveau terreau chaque année. Et voilà, c'est une autre expérience, et en plus ça te rend autonome en terreau, en compost, en plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment les deux contextes où la culture en lasagne est vraiment pertinente. Et donc voilà. Euh, le problème, c'est que voilà, on a trop associé ça avec la culture en lasagne, quoi, permaculture, culture en lasagne, et du coup, on a associé ça aussi à, voilà, c'est quelque chose de facile, il suffit juste de trouver les bonnes associations de plantes, et en fait, voilà, on a carrément oublié vraiment l'essence même de la permaculture, et je pense que les gens aujourd'hui, ils comprennent ça, et ils en ont marre de ce mot, de la permaculture, en fait, parce que tout le monde reprend ce mot, ouais, moi je fais de la permaculture, regardez, et en fait, quand tu regardes ce ils font rien de nouveau, en fait, ils refont des carrés potagers avec du terreau, ils mettent de la paille dessus, et en fait, voilà, j'ai mis de la paille, c'est de la permaculture, donc les gens, ils en ont un petit peu marre, je pense. On est arrivé un petit peu à saturation de ce mot. Et voilà, la prédiction, c'est que c'est la mort de la permaculture en 2024. Les gens, ils en ont marre. Et voilà. Mais quand même, le côté positif, c'est que finalement, tu verras, c'est pas vraiment une fin pour moi. C'est plutôt, on arrive à un moment de maturité. Les gens, ils ont compris ce que c'est. Et, euh, et je pense plutôt
que voilà, ils ont compris ce que c'est, ils ont compris que la permaculture c'est plutôt une vision globale de son jardin, même du monde entier. Et, euh, et maintenant, je pense qu'on rentre un petit peu dans l'ère, on va rentrer dans la spécialisation, où là on va aller plus dans les dans les détails, où on va parler peut-être plus du potager, ou vraiment voilà, c'est un peu cette vision globale où la permaculture c'est un peu une vision globale, et la vision au détail ça va plus être bah voilà, qu'est-ce que je fais dans mon potager, qu'est-ce que je fais dans mon verger, est-ce que je fais un jardin forêt. Et en fait, je pense qu'on va rentrer un peu comme ça dans l'ère où on va euh, se spécialiser. Et voilà, la permaculture, elle a eu son heure de gloire, mais je pense que c'est euh, un peu terminé. Mais voilà, on reviendra un petit peu plus tard sur tout ça. Et je voudrais quand même euh, parler de la permaculture finalement. Qu'est-ce que c'est, ma définition, euh, l'historique un petit peu. Voilà, la permaculture, elle a été inventée dans les années 70. C'était par les deux écologues australiens très connus qu'on appelle David Holmgren et Bill Mollison. Donc ces deux écologues, ils étaient passionnés par le jardinage et surtout par le lien qu'il y avait entre la nature et l'humain. Donc voilà, ils se sont rencontrés, ils ont beaucoup échangé, beaucoup discuté et au final, ils ont partagé leur expérience, ils en sont arrivés à écrire un premier livre qui mélange trois sujets en fait, ça mélange l'agriculture, l'architecture paysagère et l'écologie. Et il s'appelle donc Permaculture One. Voilà, c'est vraiment le premier bouquin. Ils sont énormément inspirés de Masanobu Fukuoka et l'agriculture naturelle. Mais voilà, ils ont inventé leur propre mouvement, leur propre méthode, leur notion de la permaculture qui veut dire permanence agriculture, donc agriculture permanente. Et voilà, donc avec ce bouquin, ils ont voulu remettre en question en fait le fonctionnement, même au-delà du bouquin, avec cette méthode, avec la permaculture, ils ont voulu remettre en question, en gros, le fonctionnement linéaire et énergivore de l'agriculture moderne. Tout à l'heure, je parlais juste sur les balcons, on repart à zéro, on rachète chaque année un nouveau terreau, chaque année un nouvel engrais. Et ben en fait, dans l'agriculture industrielle, l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est le modèle, il est comme ça, quoi. Il est vraiment énergivore et en plus, il va épuiser, il va appauvrir les sols. Parce que chaque année, on va pas laisser le sol se, 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 se régénérer. On va chaque année repartir à zéro, refaire les mêmes problèmes, retourner la terre, bêcher, ressemer les mêmes plantes. Et au final, on épuise nos sols depuis toutes ces dizaines d'années. Et en fait, eux, ils avaient déjà vu qu'on allait arriver à un moment où ça allait plus être possible. Et voilà, ils ont voulu, avec la permaculture, apporter une solution la plus permanente. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'est né voilà, cet outil. C'est un peu un outil de design qui permet de revoir les modèles comme l'agriculture. Et aussi, on se rend compte que finalement, avec le temps, ça aussi, en fait, finalement, ça permet de créer des écosystèmes où il y a donc du coup, ça va au-delà de l'agriculture et vraiment, c'est plus basé sur un modèle comme par exemple les micro-fermes ou les choses comme ça. Vraiment, on prend en compte les écosystèmes, les humains, les plantes, les animaux et on fait en sorte de les connecter tous ensemble pour que ça soit harmonieux, pour que les déchets des uns soient les ressources des autres, pour créer des synergies comme ça. Et voilà, donc en permaculture, on s'inspire de la nature pour faire de l'agriculture ou jardiner en fait finalement. Mais aussi on peut, il y a la permaculture humaine, dans les entreprises aussi, on peut faire de la permaculture parce que finalement c'est créer des systèmes régénératifs qui sont entre guillemets autonomes. Mais bon, on va pas aller plus loin dans toutes ces explications, mais voilà. En fait, le but c'est de créer un maximum de connexions, parce que l'un des principes fondamentaux de la permaculture, on va dire, que chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Et en fait, quand on fait ça, ben, on rend le système plus résilient. Et voilà, parce que si on a un élément qui ne remplit plus une fonction, ben, il y en aura toujours un autre qui va remplir cette fonction et ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait que on va être plus résilient face à des perturbations comme par exemple en matière de jardinage, bah, si une année il y a un petit peu moins d'eau, bah, on a toujours dans notre système plusieurs éléments qui vont pouvoir
stocker et redonner de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment être résilient face aux perturbations extérieures. Donc voilà, je pense que maintenant les gens ils ont compris ça. Ils ont compris que c'était pas une méthode de jardinage, c'était pas une technique pour planter, associer les plantes, euh, ou c'est pas une technique pour aller vraiment sur le terrain, jardiner, comment on fait, c'est vraiment une technique de planification, euh, une vision, créer un système en gros, tout simplement. Et donc les gens ils se disent, bah maintenant on fait quoi en gros? Je pense qu'on arrive à un moment où les gens ils ont compris, ouais la permaculture c'est bien, ça permet de faire plein de choses, mais aujourd'hui, moi ça m'aide pas concrètement, on fait quoi? Et c'est là, je pense qu'on, comme je disais, on arrive dans l'ère de la spécialisation où on va entrer dans plus en profondeur dans d'autres, euh, dans tout plein de sujets, potager, tout ça. Et je pense que la permaculture va un petit peu se détacher, mais elle va rester quand même derrière tout ça parce que c'est elle qui, euh, qui, qui est un peu au centre de tout ça. Elle a besoin d'outils pour fonctionner et je pense qu'on va créer petit à petit comme ça ces outils. Et d'ailleurs, là, en ce moment, on parle beaucoup d'agriculture syntropique, je crois que ça se dit comme ça. Et je m'y suis très peu intéressé, hein, j'ai lu quelques articles comme par-ci par-là, mais voilà, je vais pas faire un cours de agriculture syntropique, mais en gros, à ce que j'ai compris, l'agriculture syntropique, ça permet de créer des écosystèmes qui sont comestibles et qui fonctionnent en synergie ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont, comme je le disais, les ressources des uns vont être les, euh, les ressources, les produits des uns vont être les ressources des autres, et ça va fonctionner comme ça en synergie. Et le but, c'est de créer comme ça des écosystèmes qui fonctionnent ensemble et qui vont vers une stabilité en fait, qui cherchent à être stables, pas à être. Enfin voilà, c'est vraiment on cherche à la stabilité quoi, la forêt, le, la canopée, les différentes strates. On va chercher vraiment à créer comme ça quelque chose qui est stable, un écosystème qui est stable avec des plantes à l'intérieur, des plantes comestibles. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup de la permaculture au niveau aussi des principes, la synergie, les écosystèmes, mais sans le côté aménagement paysager. Euh, et je trouve aussi que ça se rapproche aussi beaucoup du concept de jardin-forêt qui a été inventé par Robert Hart. Et en gros, voilà, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, là, il y a les 7 strates. En gros, dans le jardin-forêt, on essaye de cultiver des plantes dans un minimum d'espace, un maximum de plantes, avoir un maximum de végétaux qui produisent des végétaux comestibles. Et donc, pour ça, eh ben, on utilise les différentes strates. On n'utilise pas que la place qu'on a sur le sol. Imaginons là, imagine un carré en gazon. On va pas seulement s'étendre comme ça à l'horizontale, mais on va aussi penser 3 dimensions, quoi. Comment est-ce que sur la verticale, est-ce qu'on peut aussi optimiser comme ça l'espace? Et du coup, il a théorisé entre guillemets 7 strates végétales. En gros, tu as tout en haut la canopée, c'est les grands arbres. Ensuite, la deuxième strate, c'est les arbres nains et les arbustes. Ensuite, la troisième strate, ça sera les buissons, toutes les groseilles, là, les framboises, tout ça. Ensuite, sous les buissons, t'as les herbes. Ensuite, sous les herbes, t'as les plantes racines. Ça va être les carottes, les radis, c'est ce qui pousse plus sous terre, quoi. Et tu vas avoir en sixième strate les couvertures de sol. Ça, c'est vraiment les plantes qui vont tapisser le sol, qui vont protéger le sol de la lumière. La plupart de ces plantes, elles sont là pour euh, revégétaliser rapidement un terrain qui a été un peu perturbé et, euh, et en fait elles vont rapidement permettre au sol de pas trop chauffer au soleil et du coup il y a beaucoup plus de graines qui vont germer que un sol qui est à 50-60 degrés. Et ben ça va être compliqué d'avoir la vie qui reprend quoi. Il faut vraiment leur rôle c'est de faire de l'ombre sur le sol et permettre à plein de graines de pouvoir germer et de revitaliser le sol. Bref, ça c'est la sixième couche, donc la couverture du sol. Juste un peu elles sont en coopération avec les plantes racines, quoi. Et
En septième couche, c'est la couche un peu verticale, c'est vraiment les plantes qui vont grimper et qui vont remplir comme ça un peu les derniers espaces. Voilà, donc ça c'est le mouvement jardin-forêt un peu. Et voilà, je trouve que ça se rapproche pas mal de la syntropie, même si c'est différent. Et voilà, il y a aussi, donc c'est comme je disais, il y a le rapport un peu avec la synergie végétale et enfin le rapport entre la permaculture et la syntropie, je trouve qu'elle se retrouve aussi dans la synergie justement. Et il y a Franck Natier qui parle sur son site, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est la forêt nourricière, qui parle des 5 critères de la synergie végétale pour bien associer les plantes. Donc voilà, si tu t'intéresses au jardin-forêt ou à la syntropie, ou ce que je viens de t'expliquer un peu ça t'intéresse, ben, en fait voilà, on va voir les 5 critères rapidement euh, pour bien associer les plantes. Quand tu veux, par exemple, toi, si tu veux te faire un petit massif de plantes ou une forêt-jardin, un forêt-jardin, et ben pour construire, pour choisir tes végétaux, les assembler ensemble, il y a 5 critères que tu dois prendre en compte pour bien associer ces plantes. Et donc c'est Franck Natier qui dit ça. Et en gros, t'as la morphologie. Donc faut trouver des plantes qui puissent s'associer tout simplement par rapport à leur morphologie. Donc si tu as des plantes qui vont plutôt être retombantes, bah, tu vas pouvoir les associer avec des plantes plutôt buissonnantes. Tu vois, les associer en fonction de leur morphologie. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est les associer en fonction de leur partenariat alimentaire. Donc, il y a des plantes qui sont capables de remonter certains minéraux du sol et d'autres plantes qui vont plutôt être capables de prendre l'azote dans l'air et le remettre dans le sol. Bah voilà, si tu vas les associer ensemble pour qu'elles puissent eh ben créer comme ça une synergie et pouvoir s'échanger. Il y a des plantes qui sont pas capables d'aller chercher les minéraux, bah, elles vont échanger l'azote qu'elles ont capté dans l'air contre les minéraux qui sont au fond du sol et inversement. Donc ça aussi c'est un critère à prendre en compte quand tu fais de la synergie comme ça, quand tu veux créer une synergie. Ensuite il y a la chimie. En gros il y a des plantes qui peuvent, de par leur chimie, favoriser ou non, par exemple, la germination des graines à proximité. Tu as des plantes, je crois que c'est surtout des plantes aromatiques, elles ont vraiment la capacité à aider à la germination des graines, alors qu'à l'inversement, tu as le noyer qui, lui, il va pas complètement rendre impossible la germination, mais il va empêcher un peu comme ça sur certaines plantes. Il va rendre un peu plus difficile la germination parce qu'il va diffuser, je crois, c'est la juglune ou la juglone. Il va diffuser comme ça un produit qui fait que ça va empêcher les plantes de trop pousser à son pied. Bon, enfin bref, donc la chimie, c'est un critère à prendre en compte aussi par rapport à plein de choses. Ça peut être pour la germination et pour plein d'autres choses comme attirer ou pas certains insectes. Bref. Ensuite, le quatrième critère, ça va être les partenariats sociologiques. Donc pareil, là, il y a certaines plantes qui vont repousser des insectes et d'autres qui vont les attirer. Donc c'est un peu, ça peut être aussi un peu mis avec la chimie, parce que des fois ça va se faire de par la chimie, mais des fois aussi ça va se faire de par, ça peut être par la couleur d'une fleur ou il y a plein de choses quoi qui vont jouer sur les partenariats sociologiques. Et, euh, et en fait l'idée c'est pas ça, c'est vraiment que voilà, tu vas mettre, comme on disait, le fameux œillet d'Inde au pied de la tomate pour éviter que le verre de la tomate vienne, parce que l'œillet d'Inde il protège le sol pour pas que le verre de la tomate vienne s'attaquer aux racines. Enfin, voilà, tu vois, tu peux associer comme ça aussi les plantes pour qu'elles se protègent entre elles. Et bien entendu, le cinquième critère le plus évident, c'est la sexualité. Voilà, souvent. Euh, Souvent on se demande, on se dit pourquoi ça pousse pas. Enfin, on a le noisetier, en gros, par exemple, parce qu'en ce moment il y a pas mal de noisetiers en fleurs. En ce moment, le noisetier, en fait, il est en fleurs et il y a le noisetier mâle et le noisetier femelle. Donc ça veut dire il est pas, le noisetier mâle doit aller féconder
la fleur du noisetier femelle, et pour ça il a besoin qu'il y ait du vent, et pour ça que la femelle elle a besoin qu'il y ait un noisetier mâle pas loin qui puisse par le vent ou par les insectes pollinisateurs être fécondé en gros. Donc voilà, il y a des plantes qui ont besoin, qui sont auto-fertiles, donc qui vont pas avoir besoin justement d'avoir d'autres plantes du sexe différent autour d'elles, et tu as des plantes qui vont plutôt être auto-stériles, qui elles vont avoir besoin qu'il y ait une autre plante d'un sexe différent à proximité pour que la pollinisation puisse se faire. Bref, tout ça c'est vraiment spécifique à chaque végétaux, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et voilà, donc c'est un des critères pour créer la synergie végétale comme ça et pour bien associer les plantes. Et voilà, ça me fait aussi penser à la méthode de reforestation de Miyawaki. Miyawaki, c'est un japonais. En gros, c'est un japonais qui a remarqué qu'au Japon, tout le monde pensait que les plantes, tout le monde pensait que les forêts au Japon, c'était que des sapins. Et en fait, lui, il était vraiment, voilà, c'est un botaniste. Il savait que, et même les botanistes là-bas, ils pensaient que toutes les plantes, c'était, enfin, toutes les forêts primaires, c'était des sapins. Et en fait, non, lui, il a prouvé tout simplement en fait parce qu'au Japon t'as des temples qui sont là depuis des siècles dans la forêt, et en fait autour de ces temples c'est interdit d'aller faire de la gestion forestière quoi. Ils ont pas le droit d'aller couper, faire des choses. En fait c'est vraiment des zones autour des temples comme ça où ils touchent jamais à rien, et en fait lui il se rendait compte que quand on touche à rien c'est des tilleuls, c'est des enfin peut-être pas des tilleuls mais c'est de l'aulne, c'est du bouleau, c'est des châtaigniers, des choses comme ça qui poussaient autour des temples. Et en fait, c'est ça les vraies forêts primaires, quoi. Et en fait, lui, voilà, il a passé sa vie à prouver ça. Et au final, il en arrive à un moment où il a créé sa méthode de reforestation. En fait, sa méthode, elle consiste à créer une forêt qui arrive au stade primaire en 20 ans, au lieu de 200 ans, dans un climat normal, quoi. Et en fait, comme ça, il utilisait un petit peu l'estrade végétale surtout. Et surtout, il plantait les plantes serrées pour pouvoir les stimuler. Et je crois qu'en syntropie, c'est un peu ça le truc. C'est qu'on va essayer un petit peu voilà, d'associer les plantes pour les stimuler un petit peu, pour créer de la compétition et pour les stimuler pour qu'elles poussent plus vite et qu'elles créent rapidement une sorte d'écosystème. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser aussi un petit peu à ça, les forêts Miyawaki. Bref, on va pas rester plus longtemps sur Miyawaki, mais voilà, je vais quand même te partager 4 principes que j'ai relevés en étudiant Masanobu Fukuoka, non, Miyawaki, et Masanobu Fukuoka, c'est la révolution d'un seul brin de paille. Je fatigue un petit peu là, mais en gros, il y a 4 principes pour réussir la méthode de reforestation de Miyawaki. C'est ce que moi j'ai repéré, hein, c'est voilà. J'ai participé d'ailleurs à la plantation d'une forêt Miyawaki. Là, faudrait que j'aille retourner voir d'ailleurs à quoi ça ressemble. Ça pourrait être intéressant de partager ça. En ce moment, je partage 2 3 trucs sur Instagram où je reviens sur des endroits, des jardins partagés où j'ai participé, où j'ai aidé. Et c'est sympa de revoir comment les choses ont évolué au fur et à mesure des années. Là, j'étais cette semaine, là, je suis allé voir un jardin partagé. Au début, c'était un jardin partagé où ils faisaient du potager. Et dans le potager, ils avaient planté un peu des arbres fruitiers. Et aujourd'hui, finalement, c'est plus qu'un verger. En fait, je trouve intéressant parce que finalement, ils ont utilisé l'énergie de départ pour euh, faire un potager, entretenir le potager, mettre de la paille, arroser, tout ça, du compost et tout. Et en fait, toute cette énergie, elle a été donnée aux arbres fruitiers aujourd'hui. Bah, voilà, ça fait 5 6 ans, les choses ont peut-être, les gens ont peut-être déménagé, les choses ont évolué, et finalement, il y a peut-être beaucoup moins de monde qui peut s'en occuper, mais il reste quand même quelque chose. C'est un petit verger, c'est devant une école, et je trouve ça hyper intéressant, hyper constructif voilà, de voir les choses un peu comme ça sur le long terme, comment ça évolue, et ça permet de tirer des modèles comme ça qu'on peut réutiliser
Et parce que voilà, souvent il y a eu comme je disais, quand il y a eu le film Demain en 2016, et ben il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, mais ça s'est fait dans la précipitation, ça s'est fait sans vraiment euh, prévoir les choses, sans vraiment aligner les valeurs, sans vraiment voir quelles sont les compétences dans le projet. euh, et au final, il reste pas grand-chose de tout ça. Et voilà. Et c'est intéressant dès le départ de se dire, bah voilà, comment est-ce que dans le temps ça va évoluer, comment est-ce qu'on peut maximiser nos efforts pour que ça soit aussi productif dans l'avenir. Enfin bref, je trouve, voilà, bref, on va revenir sur nos principes de reforestation de Miyawaki. Et en gros, moi j'ai remarqué, donc il y a quatre principes. Si toi tu veux t'en inspirer pour faire de la syntropie ou de l'agriculture ou planter un jardin-forêt, ça peut vraiment t'aider, ça peut vraiment euh, t'apporter des bonnes clés, quoi. Le premier principe, c'est le contexte. Donc en gros, lui, quand il faisait ça, Miyawaki, il sélectionnait des graines. Donc il allait vraiment, tu vois, où je te disais, là devant autour des, euh, des temples dans la forêt au Japon, il allait là-bas et récupérait carrément les graines sur les chênes, sur les châtaigniers, tout ça. Il récupérait carrément les noyaux, les graines, les glands. Et il se faisait une petite pépinière comme ça. Et au moins, il était sûr. En fait, quand il avait un nouveau chantier à planter quelque part, il allait dans un rayon de, je sais pas, 10-15 km, il allait voir comment ça se passait dans les forêts aux alentours, et il cherchait les forêts primaires, et il récupérait les noyaux, il faisait pousser, et au moins, quand tu fais pousser des plantes, lui c'était pour sa forêt primaire, hein. Quand tu faisais, il faisait pousser en fait le but c'était vraiment faire pousser le plus rapidement possible une forêt et qui soit le plus résiliente possible. Donc pour lui, il voulait pour faire pousser une forêt résiliente, il faut faire pousser des arbres qui poussent naturellement sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il allait dans les forêts et récupérer les graines des arbres qui poussent depuis des centaines et des centaines d'années, quoi, qui sont vraiment adaptés à la terre, aux mycorhizes dans le sol, aux insectes butineurs voilà, qui a vu aussi tous les changements climatiques de ces derniers millénaires. Il y a toutes les informations du terroir dans ces graines. Donc voilà, lui vraiment, il s'intéressait au contexte. Qu'est-ce qui pousse Voilà. Toi, si c'est pour un potager, tu vas peut-être pas aller chercher des tomates sauvages, tu vas pas en trouver. Mais voilà, tu sais que ton potager il est exposé tant d'heures au soleil, qu'il y a peut-être un petit peu de vent, tu connais le climat, tu connais la pluviométrie, tu connais toutes ces choses, et tu vas adapter comme ça au contexte les plantes que tu choisis. Tu vas pas choisir comme ça au pif, quoi. Donc le contexte est vraiment un des principes que qu'utilisait vraiment Miyawaki pour le premier principe même pour créer ces forêts, c'est qu'il vraiment il sélectionnait des plantes qui appartenaient à la forêt primaire du territoire dans lequel il allait implanter ses forêts. Deuxième principe, c'est la diversité, le principe de diversité. En fait, pour créer un écosystème résistant, on a besoin de diversité. Voilà, il y a le principe de permaculture qui dit que chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Tu vas le connaître au bout d'un moment à force que je répète. Mais voilà, chaque plante a sa capacité propre. Et donc, c'est là que tu peux un petit peu jongler avec les principes que je te disais juste avant sur les critères de synergie. C'est là où tu peux un peu t'aider, tu vois, tout ce qui est les différentes strates, les différents étages, les plantes qui repoussent les insectes ou pas, tu vois, c'est vraiment créer de la diversité et faire des synergies dans cette diversité. Ensuite, le troisième principe, c'est la densité. Et je crois que là, justement, la syntropie, c'est un peu ça aussi. Peut-être que je me trompe, hein, tu peux me le dire. Mais voilà, on utilise vraiment, lui, il utilisait donc la densité dans ses forêts, c'est-à-dire qu'il plantait vraiment serré pour que les 2-3 premières années, il y a vraiment beaucoup de concurrence et que les arbres, ils cherchent vraiment à aller le plus haut possible, le plus rapidement possible et le plus haut possible pour gagner du temps et avoir une forêt qui est qui forme rapidement un écosystème, quoi. Et donc la densité, vraiment plantée serrée, euh, c'est le troisième principe que j'ai remarqué sur sa méthode de reforestation à Miyawaki. Et le quatrième principe, c'est la compétition vertueuse. En fait, dans leur stade d'évolution, en gros, les arbres d'une forêt, ils passent par
de la compétition. Comme je disais, ils vont faire une compétition pour aller chercher la lumière. Et aussi, ils passent par un stade après de coopération. Euh, En fait, une fois qu'elle arrive à maturité, la forêt, elle va former une seule et même entité. Et là, ils vont commencer à coopérer pour protéger la forêt. Donc voilà. Voilà, certaines plantes, elles vont, comme je disais, il y en a qui vont aller chercher des minéraux, il y en a qui vont capter l'azote dans l'air, il y en a qui vont pouvoir, avec des gaz, communiquer avec d'autres plantes, même au travers des mycorhizes, tout ça. Donc voilà, il y a la compétition vertueuse. C'est un peu un principe que j'ai remarqué dans ce que fait Miyawaki. C'est vraiment, voilà, il y a une compétition, mais qui est vertueuse au final. C'est, on va être en compétition, mais pour former quelque chose de plus grand, qui est la forêt, finalement. Et, euh, et donc voilà, en gros, pour ce qui est des forêts Miyawaki. Je sais pas si tu connais cette technique, elle est vraiment super bien. Euh, c'est très utilisé en ville parce que ça rend vraiment de nombreux services. Ça va absorber d'énormes quantités de CO2, ça va rendre l'air plus respirable, ça va réduire aussi les concentrations de particules fines. Il y a des études qui prouvent que ça les réduit de 20 à 50%. C'est Nature Conservancy qui parle de ça. Ça va aussi rafraîchir l'air ambiant en ville. Ça permet aussi, sur ces forêts, ça permet de couper le bruit. Ça peut aussi couper le feu parce que c'est dense. Ça conserve l'humidité. Donc ça peut être aussi un coupe-feu entre guillemets quoi. Ça accueille énormément de biodiversité. Et aussi, il y avait un autre truc dans cette méthode de reforestation, c'est que ça crée du lien social. Parce qu'en fait, lui, dans toutes les forêts comme ça qu'il implantait dans le monde entier, euh, il faisait toujours ça en chantier participatif. En gros, il invitait vraiment toutes les personnes qui étaient dans le coin, en gros. Et le but, c'était vraiment, on se met tous ensemble, on plante les arbres en pas longtemps c'est fait, parce qu'on est beaucoup. Et après, on fait une petite fête. Et voilà, ça devient notre forêt. Après, on se retrouve dans la forêt, on la voit grandir. Enfin, vraiment, il y avait le côté social aussi qui était hyper important dans la technique dans la reforestation Miyawaki. C'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai participé à une plantation comme ça et c'est vrai que c'est un lien particulier, quoi. Là, des fois, j'y retourne et ça fait un moment que je suis pas retourné, je devrais aller voir. Mais c'est vrai que je me dis, c'est moi qui ai planté cette forêt, quoi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, dans 20 ans, à quoi elle va ressembler, quoi. Est-ce que je vais pouvoir me balader à l'intérieur, quoi. C'est marrant, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, comme on peut le voir, en gros, Euh, dans tout ça, la permaculture, c'est un cadre avec des principes. Et la syntropie, le jardin-forêt, la méthode Miyawaki, en gros, c'est des outils. C'est des outils pour mettre en application la permaculture. Je ne vais pas revenir sur les 12 principes de permaculture, mais voilà. Et en gros, je pense que on a vécu donc ces 10 dernières années un peu une prise de conscience qui était nécessaire. Et maintenant, on a besoin vraiment d'aller un petit peu plus loin. Donc, comme je disais, on va un petit peu aller dans la spécialisation. On va un peu rentrer dans l'ère de la spécialisation. Et, euh, et voilà. Du coup, je suis allé voir, en préparant ce podcast, je suis quand même allé voir sur Google Trends. Je sais pas si tu connais Google Trends. C'est pour voir les statistiques de recherche sur Google des gens qui recherchent la permaculture, tout ça quoi. En France. Donc en France, en gros, j'ai le graphique là devant moi, et en gros, on voit ça a commencé en 2004. Google Trends, ça existe depuis 2004, quoi, ça regarde. Et en gros, on voit de 2004 jusqu'à, 2011, c'est vraiment ras les pâquerettes. Donc en gros, une échelle qui va de 0 à 100. Et en gros, de 2004 à 2011, 2012, ça tourne aux alentours de 0 et 7, tu vois. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et après on voit que ça commence à monter surtout en février 2000, enfin en 2013. On voit que ça commence à grimper. On voit qu'il s'est passé un truc en 2013. Donc je pense voilà c'est l'arrivée un peu des vidéos. Damien Descartes, on commençait aussi à parler de la ferme du Bec et Loin, tout ça. Donc là on voit que ça monte pas mal.
Et ça vraiment, ça monte jusqu'en 2016, où là, ça monte jusqu'à 23 sur 100. Et, euh, et là, en 2016, ça fait un gros pic. Je vois pas exactement la date, mais en gros, voilà, ça fait un gros pic aux alentours début 2016, où là, ça va monter à 50%, 50 sur 100, quoi, en gros. Et après, là, ça reste stable à peu près, ça redescend parfois à 30, après ça remonte, on voit ça dépasse même les 60, ça redescend, ça va vers 70, et ça reste stable comme ça jusqu'en mars 2020, je te laisse deviner, jusqu'au confinement, où là ça tape un pic, et là c'est là où en fait il y a eu le plus de recherches sur le mot permaculture en France. Google, en fait, c'est quand les gens se sont retrouvés un petit peu à la maison, voilà, confinement, tout ça, donc du coup les gens, en plus c'était un printemps très ensoleillé, donc il y a eu, puis voilà, on était à la maison, donc plein de gens ont voulu faire de la permaculture. Et on voit vraiment le pic de chez Pic, c'est vraiment là, quoi. C'est mars 2020. Et après, ça redescend comme un petit peu avant, tu vois. On est sur du entre 25 et 50%. Directement, dès la fin 2020, ça redescend à 35%. Passe de 100 à 35. Et après, ça reste un petit peu stable. Et on voit que 2021, ça descend. 2022, ça descend un peu. Et là, aujourd'hui, on est plus en dessous des 25% qu'au-dessus, en fait. Alors qu'avant, depuis 2016, on était toujours entre 25 et 50%. Et là, on est vraiment tombé en dessous des 25% au niveau des recherches. Donc, on voit que les gens s'intéressent plus cherchent plus le mot permaculture, quoi. Et après, je peux aller voir pour Saint-Tropez, tout ça. Mais voilà. Donc ça prouve vraiment mon intuition. Je peux aller voir avant. J'ai eu cette intuition. Ça fait déjà quelques temps que je vois que ça parle moins la permaculture. Bref. Et en gros, voilà. En gros, voilà, j'annonce la mort de la permaculture donc pour 2024. Et voilà. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que voilà, les gens ils se rendent compte que c'est pas une méthode de jardinage, que c'est avant tout une philosophie globale d'aménagement paysager durable. C'est quelque chose c'est une philosophie qui va nous aider donc à développer des outils, qui va nous aider à créer un monde meilleur pour les générations futures. En fait, c'est les principes de permaculture, ils sont basés sur la durabilité, quoi. Et ça nous permet de créer quelque chose de mieux dans l'avenir, quoi. À l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, où on se préoccupait il faut nourrir le plus possible la population, donc on va faire de l'engrais, de la culture intensive, sans se soucier de ce qui va se passer dans l'avenir. Aujourd'hui, voilà, la permaculture, elle est là pour nous donner cette prise de conscience, et je pense que voilà, on a eu nos 10 ans comme ça où ça nous a donné la prise de conscience. Et voilà, il faut continuer. Si toi tu m'écoutes, continue à t'engager avec ça. Moi, je vais continuer avec la permaculture parce que c'est un message puissant et c'est un outil puissant aussi, une méthode puissante. Ça te donne les clés pour devenir acteur du changement, quelle que soit l'échelle ou le contexte à laquelle euh, tu vas participer comme ça à faire de la permaculture, c'est quelque chose qui va être puissant, qui va te redonner du pouvoir. Donc, je t'invite à continuer à faire passer le message, à continuer à pratiquer. Et puis voilà. Tu peux adopter donc la permaculture comme tu veux, comme une pratique de jardinage, mais surtout comme une philosophie de vie. Comme je disais, à- ça s'applique au jardin, ça s'applique dans les entreprises, ça s'applique dans les relations humaines, ça s'applique de partout. Euh, et en gros, c'est une philosophie de vie qui présage un meilleur avenir, où il y a l'harmonie entre l'homme, la nature, et, et où tout est restauré et tout est préservé. Bref, voilà, c'est un peu tout le message que je voulais te passer. C'en est fini pour ce podcast, c'en est fini pour cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà, je te laisse dans la description si tu veux t'inscrire pour un atelier design ou si tu es en train de faire le design de ton jardin ou si tu comptes le faire, tu as un petit plan, tu galères un peu
dans tes plans, bah, n'hésite pas à passer, à t'inscrire juste en dessous. C'est gratuit, on se retrouve, on parle de design. Donc voilà, sinon je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.